Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. L'actualité, toute l'actualité décryptée, commentée à travers l'image, le son et surtout, vous le savez, dans cette médiasphère, une bonne dose d'opinion. On commence cette émission par le C'est vous qui le dites de ce matin. Et vous nous dites quoi ce matin? Eh bien ça. Bah oui. Benoît Hamon. Oui, je connais. Bah oui. Bien sûr, Benoît Hamon. Hamon, à part les revenus universels, je sais pas grand chose. Ouais, Ça va. moi je trouve qu'on le voit suffisamment. Ouais. Je dirais qu'il a la même exposition politique que les autres, non? Bah Enfin, je sais pas. non, en ce moment, vu qu'il y a eu l'affaire Fillon, il a un peu disparu, mais... Ouais. Je pense que son programme intéresse peu de monde, puisque sans doute pas très réaliste. J'en sais rien. Il faut faire des meetings quelque part, mais je sais même pas s'il est à Paris ou en province, ça je pourrais pas vous le dire. C'est pas quelqu'un qui se met en avant comme Emmanuel Macron ou peut-être Marine Le Pen. Parce qu'il est un peu plus humble que les autres candidats aussi et qu'il n'a pas non plus envie d'accaparer l'espace public, je sais pas. Le pauvre monsieur Hamon est loin de tout ça. En revanche, son programme, lui, a tendance plutôt à faire parler de lui. C'est peut-être plus sa personnalité qui fait qu'on a l'impression de moins le voir. Bonjour Anne Rouel, très heureux de vous retrouver, fondatrice du board, enseignante en communication politique à Paris 3S, Jérémy Nani, bonjour. Fondateur de Netino, Judith Ventrop, bonjour, journaliste politique au Figaro, et c'est un plaisir de retrouver mon ami Mustapha Tossa, journaliste éditorialiste franco-marocain, on verra d'ailleurs l'œil de l'étranger grâce à vous. On va parler de Benoît Hamon, vous le savez, et de bien d'autres choses, mais retour quand même sur ce que l'on vient d'entendre. Alors, que dire, oui, c'est bien le problème. Quelle est la question? C'est vrai que cette campagne n'imprime pas encore pour Benoît Hamon. Alors, il s'est fait un peu vampiriser la campagne, évidemment, par les affaires, l'affaire Fillon. C'était compliqué. Il a perdu du temps avec la négociation avec Jadot. Donc, évidemment, là encore, il a perdu du temps. Il lui reste 10 jours pour convaincre. On voit qu'il y a du boulot. Et puis surtout, son grand échec, c'est de ne pas avoir pu convaincre Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en sortant de la primaire, de la manière avec laquelle il a fait surprenant tout le monde, le grand défi, c'était de rattacher vers lui tous les concurrents à gauche, notamment les vraies gauches, à savoir Jadot et Mélenchon. Il a eu Jadot, mais il n'a pas eu Mélenchon. Et ça lui a porté beaucoup de tort en termes d'image et d'exposition médiatique. En tout cas, bravo, parce que les extraits que vous avez choisis correspondent vraiment parfaitement à tout ce qu'on peut lire à longueur de journée, dans les commentaires, sous les articles, sur les réseaux sociaux. C'est presque une parfaite synthèse. Ce côté humilité d'un côté, mais transparence qui a été cité. Avec une bonne dose de sympathie. Voilà, c'est sympathique, mais on ne croit pas à son programme. Et puis, il ne déchaîne pas les passions. C'est vraiment ce qui ressort systématiquement. Et là, ça a été dit en quelques phrases bien choisies. On va revoir quelques images. Est-ce qu'il ne s'est pas trop laissé justement accaparer, absorber par ce grand défi qui consistait à rassembler la gauche? Si, c'est ce Plutôt que faire sa campagne. Il était complètement en interne. En fait, il faisait une campagne d'apparatchik du PS qui essayait de raccommoder, raptasser les courants entre eux, ce qui fait qu'il a disparu en termes de programme. En plus, il l'atténue beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est victime du syndrome du vote utile. Alors, qui si vous favorise êtes Emmanuel d'accord, nous allons continuer bien sûr de parler d'image, celle de Benoît Hamon. Et cette image, elle passe également par le son. J'en peux plus, moi. Hélas, nous avons un contexte politique que peu d'entre nous avaient anticipé, celui d'une saturation du débat présidentiel par les affaires autour de François Fillon. Mais j'ai peur que le feuilleton de la droite étant si intense, il en reste à chaque fois peu de choses. Le canard enchaîné a une nouvelle révélation. Je dis, sérieux, achetez tous les canards enchaînés et s'il vous plaît, pas encore quelque chose. Et si, vous les donnez d'un coup, et comme ça on en parle une fois, il se maintiendra parce qu'il a décidé de se maintenir, mais qu'on puisse parler ensuite de ce qui intéresse les Français. Hier c'était François et Alain, maintenant c'est François et l'autre François, et Nicolas s'y intéresse aussi. Bon, écoutez, si on pouvait être 2 secondes sérieux. Voilà, est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que 2 secondes sérieux chez Benoît Hamon, c'est parler de moi.
Mais en fait, moi, quand on veut, par exemple, jeter un regard analytique sur les images médiatiquement décryptées, on se rend compte que les extraits que les médias diffusent de Benoît Hamon sont généralement le visage d'un homme qui souffre, d'un homme torturé, d'un homme qui n'arrive pas à s'imposer, justement. Alors pourquoi? Moi, à mon avis, parce qu'il s'est fait, il a renfermé sa campagne dans une seule idée qui est le revenu universel. C'est à la fois sa bannière... Qu'il a d'ailleurs peu ou prou abandonné. C'est à la fois sa bannière et son chemin de croix. Parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il fait sourire. Chaque fois qu'on en parle, les hommes politiques l'utilisent comme angle de moquerie. Il n'y a qu'à voir ce que les autres disent de lui. Et c'est à la fois une richesse parce que ça le distingue sur le plan politique, mais ça fait des moqueries et ça donne une image pas responsable, une image d'amateur, une image qui ne fait pas président, justement, et qui lui fait tant défaut qu'il Déficit d'image, dit Moustapha Tassa. On a eu un peu le sentiment, mais quand je dis on, c'est à la fois les commentateurs et puis les socialistes qui n'étaient pas partisans de Benoît Hamon, qui étaient vainqueurs par accident. On ne l'avait pas vu venir, hein, ce vainqueur de la primaire du PS. Et depuis, il n'a pas conquis la légitimité et le caractère indiscutable qu'aurait dû lui procurer la victoire. Il en est encore à ramer pour dire aux électeurs de gauche, puisqu'il ne s'adresse qu'à eux, c'est aussi une des faiblesses de sa campagne. Il n'élargit absolument pas. Il aimerait bien, pourtant d'ailleurs, on va y revenir dans quelques instants, il aimerait bien. Vous avez entendu le son, voilà l'image, image et son aussi. Et je vous laisse la parole après. Parler Donc voilà, on fait des produits de terroir, faits par des artisans, Stop les clichés sur la rivalité, liberté, égalité, sororité. Stop les clichés sur Merci aux Marseillais. C'est quoi le chiffre alors 25, c'est le plancher pour le premier tour pour mon score. Problème, mis à part en banlieue pendant la séquence Théo, il est partout, mais ça a du mal à imprimer. Pour ne pas dire ça n'imprime pas. Oui, effectivement, son erreur, ça a été vraiment de ne pas rassembler la gauche tout de suite. Sa grosse difficulté, c'était notamment de maîtriser les éléphants. Parce que les éléphants, ils savent quoi, les éléphants du PS? Ils savent très bien qu'il y a une opportunité auprès de Macron. C'est leur dernière chance, finalement, d'être au pouvoir. Pour eux, parce que Hamon justement incarne la jeunesse, enfin c'est le renouveau des idées tout de même, c'est comme la gauche quoi. Le renouveau des idées. Si, ce sont des vieilles lunes socialistes. Très bien, mais ça fédère quand même la gauche quoi. Enfin, pour des gens de gauche, c'est vraiment quand même la gauche. Ça pourrait. Ouais. Ça devrait. Ça fait pas du tout la gauche. Regardez à combien il est dans les sondages. Quand vous regardez en plus la cote de confiance qu'accordent les sympathisants du PS aux candidats, vous vous rendez compte que Emmanuel Macron a rattrapé Benoît Hamon. Non, mais je parle de la jeunesse notamment qui le fédère et qui fait notamment sa campagne. Est-ce que Anne-Terre, c'est pas, je vous suis, hein, est-ce que c'est pas un problème? Je trouve qu'on est un peu condescendant avec lui parce que c'est pas un si mauvais débatteur que ça quand on le regarde dans les. De toute façon, les débats sont à venir et on verra effectivement ce que ça donne en débat. Mais en termes, je reviens à l'image, c'est celui qui paraissait le plus près de François Hollande et qui a été le premier à écarter cet héritage de François Hollande par rapport notamment à Emmanuel Macron, et ça ne l'a pas servi. C'est le frondeur qui a gagné la primaire et qui est devenu par accident ou par conviction ou par savoir-faire politique le candidat de la gauche. Et justement, moi je rejoins un peu l'idée de ma consoeur, c'est qu'il n'imprime pas. Il a un certain nombre d'idées qu'il a lancées dans le débat. Le travail, la raréfaction du travail, l'imposition des robots, le revenu universel, on les discute, mais on ne le prend pas au sérieux. Et son grand déficit, c'est est-ce qu'il fait président? Alors que Macron, avec rien du tout, avec une belle cravate, avec une belle gueule. On va en parler tout à l'heure, justement, parce qu'on a trouvé une nouvelle sphère de communication. Il commence à faire président. Et en plus, il y a un autre handicap, et je laisse la parole, c'est qu'on a l'impression que les éléphants, la machine socialiste, l'Élysée, le Premier ministre ne veulent pas qu'il gagne. Et on est en train de revivre un peu le syndrome de Ségolène Royal en 2007 avec Nicolas Sarkozy, mais en plus grave et en plus... Jérémy. L'enthousiasme avec lequel Bernard Cazeneuve est allé le soutenir, si on ose... utiliser. Écoutez, alors, Jérémy, je vous laisse la parole. Puisque Judith nous parle de Bernard Cazeneuve, c'était quand même la séquence attendue hier. L'ancien ministre de l'Intérieur, Premier ministre aujourd'hui, qui se rend au QG de Benoît Hamon et tout le monde attend tout au long de la journée, certainement Benoît Hamon le premier d'ailleurs, le mot « je suis là, je suis venu, regardez ces images, je te soutiens ». Eh bien voilà, patatras, il a beau attendre, 40 minutes de tête-à-tête et au final, ça donne ça.
c'est pour moi un immense honneur et privilège qu'il soit venu jusqu'ici pour m'apporter son soutien. J'ai la seule préoccupation de l'intérêt général, de l'avenir aussi de ma famille politique à laquelle je suis attaché, de la lutte contre l'extrême droite qui représente un danger pour la République. Tout ce que j'essaie de faire dans cette période, je ne le fais pas pour moi-même. Je le fais pour la France, par amour pour mon pays, et je le fais aussi par attachement aux valeurs qui sont celles de ma famille politique. Et la question d'un journaliste, est-ce que vous soutenez Benoît Hamon? La réponse a été silence. C'est un peu le problème. Benoît Hamon, il fait un peu comme moi sur ce plateau, il cherche pas à s'imposer et ça se voit d'ailleurs quand... Mais justement, il faut changer de stratégie. C'est pour ça, je pense qu'il va falloir changer. Quand le Premier ministre vient, il remercie le Premier ministre d'être venu comme si c'était vraiment un honneur et il a du mal à émerger. Il y a une petite anecdote assez amusante parce qu'il parlait du canard enchaîné tout à l'heure. L'article qui a fait le plus parler de lui, de tous les articles qu'on a pu lire ces derniers mois, c'est un article du Gorafi. Donc c'est un journal satirique qui disait Benoît Hamon envoie lui-même au canard enchaîné des dossiers secrets pour qu'on puisse parler de lui. En fait, il n'arrive pas à émerger et on est obligé par ce type d'anecdote un peu sympathique de le souligner en creux. Et pourtant, même quand il y a une séquence qui a été savamment, on peut le dire, et on peut la décortiquer avec Bernard Cazeneuve, organisée, orchestrée, ça s'improvise pas, Judith, vous connaissez le truc. Oui, absolument, mais enfin, on sent qu'elle a été laborieuse à organiser, que c'est un... Cazeneuve le dit bien d'ailleurs, il est là pour que sa famille politique, qui est le Parti Socialiste, pourquoi il le dit pas? Ça, il savait tout. Non, pas ça. Pourquoi il le dit pas? Pourquoi il le dit pas? Parce qu'il est Premier ministre et que tous les poids lourds de son gouvernement sont en train de se mettre en marche. Oui, il y a eu effectivement cette semaine le Conseil des ministres, on a entendu Le Foll, Hollande qui dit chacun respecte. C'est pas fini. Je vous rappelle qu'on a sorti dans le Figaro la lettre co-signée par des députés, dont Christophe Carrèche, dont Gilles Savary, qui veulent rejoindre Emmanuel Macron. Bon, ils ont dit non, mais c'est pas du tout d'actualité, on a fait ça comme ça. On a leur signature, on n'en parle pas, c'est pas d'actualité. François Hollande rappelle à ses ministres par la voix justement de son porte-parole Le Foll que chacun doit rester à sa place. Et puis en fin de compte, on voit, et vous l'avez sorti effectivement dans le Figaro, que tout le monde se distribue les cartes et les postes déjà. Mais les cartes et les postes, moi je vous trouve... Alors franchement, je vais être obligée de défendre la gauche. Je vous trouve très dur. On ne peut pas faire comme si tous ces hommes et ces femmes de gauche n'avaient pas comme souci que la gauche soit représentée au second tour de la présidentielle. C'est pas juste par opportunisme. Surtout pour eux, aussi, je vous rappelle que si on pense aux législatives. Je vous rappelle que Benoît Hamon a dit qu'il était un homme de gauche, même s'il qualifie son programme de gauche et de droite. Il n'y a pas que de l'opportunisme, il n'y a pas que de l'électorat. Qu'est-ce que j'ai dit? Benoît Hamon. Pardon, Emmanuel Macron. Il n'y a pas que de l'électoralisme. En plus, parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont décidé de ne pas être députés la prochaine fois. Donc, c'est pas juste de l'opportunisme. Ils veulent que leur camp soit représenté au second tour de la présidentielle. C'est pas honteux, c'est pas scandaleux. Donc, si Bernard Cazeneuve, à la question posée encore une fois hier par un journaliste, est-ce que vous soutenez Benoît Hamon? Silence, oui, c'était normal. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve... Du coup, c'est contre-productif, si on est dans l'image. Mais c'est contre-productif parce que ça fait un soutien à l'insu de son plein gré, comme s'il était... Je la connais, la formule. Oui, comme s'il était obligé. Mais moi, je rappelle simplement aussi une des défaillances de Benoît Hamon, c'est qu'il n'a pas beaucoup de poids lourds autour de lui. Alors, à part Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Payan, Christiane Taubira, les autres, ce ne sont pas des noms qui impriment sur la scène politique française. Peut-être que ce sont des espoirs prometteurs, mais on a aussi dit que les Delanoë et consorts, ça faisait aussi vieux pour un candidat qui se met plutôt dans la jeunesse. Alors que Emmanuel Macron, sa grande hantise, c'est de pouvoir collectionner des noms qui parlent aux Français. Oui, mais ce que je disais, ce sont quand même des noms qui sont un peu étiquetés, un peu passés. Avec une grosse difficulté, c'est qu'entre Robert Hue et Madeleine, il y a une énorme différence. Et au moins, Hamon a ce pouvoir d'essayer de fédérer un homme. Christiane Taubira, qui est un soutien de Benoît Hamon, elle est beaucoup plus populaire que lui, à tel point que quand Benoît Hamon fait un Facebook Live, je ne vais pas dire la moitié des questions, mais elle est presque 1 sur 5, c'est est-ce que Christiane Taubira sera Première ministre? Et quand elle annonce que
lui va passer à la télévision hier soir, c'est elle qui fait beaucoup plus de tweets et de retweets que quand lui l'annonce. Et d'ailleurs, on voit qu'il est en train d'amorcer un changement dans sa stratégie. Il est en train de cliver de plus en plus avec Emmanuel Macron. Et on l'a remarqué hier sur l'émission. Justement, sur l'émission de France 2 hier. Vous parlez de cette émission. C'était quand même la grosse journée de Benoît Hamon, puisqu'après des visites, après ce QG de campagne avec Cazeneuve, il y avait la grosse émission sur France Télévisions, France 2 exactement, avec lui. Et là, vous le disiez, autre stature, autre costume. On parlera du costume d'ailleurs dans un instant. Eh bien, c'est ça. Moi, je suis un combattant. De là où je viens, j'ai appris à me battre. Et j'ai appris à me battre, y compris quand le vent est mauvais. Eh bien, si à la première salve, quelques-uns se dispersent, déguerpissent, soit. Mais moi, aujourd'hui, ma responsabilité, elle est d'abord vis-à-vis du peuple de gauche qui m'a confié. Cette responsabilité. Mais le devoir. Le devoir d'être au second tour de l'élection présidentielle. Alors, on va parler de fond, bien sûr, mais avant le début de cette émission, nous parlions chiffon et cravate. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors j'utilise le terme avec Judith, cravatologie. Pourquoi cravatologie? Parce que c'est un vieux débat entre conseillers politiques, c'est-à-dire qu'on dit que certains font de la cravatologie, c'est-à-dire qu'ils s'occupent juste du look des candidats, et puis d'autres sont beaucoup plus sur le fond. Et il s'est trouvé qu'il y avait une image un peu désastreuse du candidat à l'amorce de l'émission, en fait, en introduction. On le voit de plein pied, et il était un petit peu avec un pantalon un peu trop long, une veste... Un peu débraillée, une veste qui avait du mal à fermer, un pantalon trop long et une veste trop serrée. Et c'est dommage parce que c'est un peu désastreux en termes d'image, même si ça. Et heureusement que le fond est un peu l'image de François Hollande d'ailleurs, ont largement commenté les réseaux sociaux. Oui. Alors que quand il était ministre à l'époque de Arnaud Montebourg et de Manuel Valls, il faisait partie des ministres les plus élégants. Et il y avait toujours des costumes bien coupés, des chemises bien choisies. Et là, on a l'impression qu'il y a un déficit de conseil artistique. Mais sur le fond, j'ai trouvé qu'il s'est quand même assez bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un bon débatteur. C'est pour ça qu'on est assez. Hier, vraiment, il a sorti les crocs, mais il a beaucoup plus attaqué Emmanuel Macron que n'importe qui d'autre. Il a utilisé immature, dangereux et qui peut constituer un marchepied pour le Front National. Eh bien, justement, Mustapha, et cette émission n'a pas été préparée, bien évidemment. Écoutez. La politique, c'est pas de la comédie. Quand il y a tout ce monde-là derrière lui, c'est une aventure personnelle. Allez-vous me dire, demain, comment Emmanuel Macron gouvernera en allant de Robert Hue à Alain Madelin? J'entends dire qu'il veut gouverner avec des majorités de gauche pour des projets de gauche et des majorités de droite différentes pour des projets de droite. Mais il nous prépare une France ingouvernable. Mais pouvons-nous prendre le risque d'une majorité instable, avec le Front National aux portes du pouvoir? Je pense son projet dangereux, et parce que je suis démocrate, eh bien, je me mets à distance de ceux qui, dans une position messianique et christique, pensent qu'ils détiennent la solution. Je vais vous dire, je trouve ça très immature de sa part. Alors, petite information, 2,2 millions de téléspectateurs pour Benoît Hamon hier. Dernière émission de ce type, c'était avec Mélenchon, 2,7. On peut vous dire qu'en termes d'audience, ce n'est pas très bon. Pas terrible. On va commenter, et vous l'avez dit, Mustapha, ces attaques sur Macron. C'est peut-être la cible, peut-être trop tard. Puis avant, on l'a vu dans le sonore, Péillon qui jubile. Ah oui, Péillon avait l'air aux anges, vraiment. Mais bon, pour compenser ce qu'on a dit sur le look discutable, ou peut-être que c'est une façon d'afficher son mépris justement pour les préoccupations de look. C'est la raison pour laquelle Benoît Hamon s'est présenté comme ça. Il a une expression très agréable. Il est clair, il fait pas fabriquer, alors qu'Emmanuel Macron... On ne voit pas du tout. Très facilement, on voit les ficelles comme des câbles de... Ah bah il y a du communicant derrière, comme ça des se voit. câbles de marine chez Emmanuel Macron. Chez Benoît Hamon, non. On sent que c'est vraiment lui. Il le fait clairement. Il n'y a pas un vocabulaire rasibus, il a un vocabulaire assez élaboré, On précis. sent d'ailleurs, c'est intéressant, je voudrais qu'on s'y arrête deux secondes, on ne sent pas justement, j'ai envie de dire, on le voit souvent dans cette émission, la patte du communicant. Il n'y a pas ces mots, il n'y a pas ces ritournelles, il n'y a pas ces éléments de langage qui collent trop. Oui, quand même un ou deux, l'avenir, la France désirable, l'avenir désirable, pardon. Oui, mais moins, ça fait moins C'est un slogan. C'est un slogan, Oui. et je suis un combattant. Le problème, c'est que c'est assez en décalage avec l'image que les gens ont de lui. Alors, il essaye de se rattacher à une image marketing là-dessus, mais ça prend pas trop. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires avant l'émission, parce qu'il avait été aussi interviewé par Le Monde. Et après, et on sent que ça n'a pas vraiment pris. La tonalité des commentaires reste la même avant et après. Il a beau se revendiquer comme étant combattant,
personne vraiment n'a pris le relais pour dire que J'en profite en termes de combattants, d'image bien évidemment. Moustapha Tossa, vous faites de la radio, vous écrivez, vous pensez éditorial bien sûr dans de nombreux journaux du Maghreb. L'image justement de Hamon, comment il est vu et si tant est qu'il soit perçu? Il n'est pas très connu. Il n'est pas trop connu parce que c'est une surprise des primaires. Emmanuel Valls était très connu, Arnaud Montebourg était très connu, mais Benoît Hamon n'est pas très connu. Alors il est connu. Même le passage au ministère n'a pas voilà, suffi. mais alors il est connu, il commence à être connu maintenant puisqu'il a une position assez particulière, assez distinctive à l'égard des musulmans, à l'égard du voile, à l'égard d'un certain nombre de questions identitaires. Il clive par rapport aux candidats de la droite ou bien au Front National, ou pas même par rapport à d'autres candidats. Là, et même par rapport à Macron, vu de l'extérieur. Oui, même par rapport. Sauf que Macron, il a une toile internationale. Il est en train de tisser sa toile internationale. Il était en Algérie il n'y a pas longtemps, il était au Liban, il va partir bientôt au Maroc. Beaucoup s'en souviennent. Donc on sent les moyens de la communication internationale, alors que Benoît Hamon reste comme un localier qui est en train de convaincre difficilement. Moi j'étais aussi très attiré par sa capacité à mentir, à se renier sans être déstabilisé. Quand il a été attaqué sur est-ce qu'il a voté ou pas, est-ce qu'il a voulu voter ou pas la loi sur la burqa, alors on sait très bien qu'il a été solidaire avec le Parti Socialiste, il ne l'a pas voté, mais la manière avec laquelle il n'a pas voulu répondre à Laurent Wauquiez et les autres, ça c'était une capacité à mentir par omission qui était... On a le sentiment justement chez Hamon qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une stature. C'est pas un fake et pourtant il y a toujours ce décalage, vous l'avez entendu dans le C'est vous qui le dites au début de cette émission, entre ce que ressentent, et vous le voyez sur les réseaux sociaux bien sûr, et puis cette fameuse réalité. Il lui manque un peu de temps. Quelqu'un comme Fillon à droite a un parcours qui était beaucoup plus long. Il a le temps d'être dans... C'est pas à perdre de l'année non plus. Non, hein. c'est pas à perdre de l'année. Mais de manière médiatique, il est quand même assez peu connu finalement. Même quand il était ministre, il n'était pas si visible que ça. Et pourtant, c'était assez intéressant ce qu'il pouvait faire. Mais voilà, il est très récent sur la scène médiatique et c'est ça qui doit jouer. Alors, la différence aussi, c'est que finalement, on dit que voilà, il fait une campagne qui doit être une campagne éclair. Il lui reste 10 jours, en gros, avant son meeting de Bercy et le 19. Mais finalement, à droite aussi, on essaie de convaincre l'électorat de la primaire. Finalement, on sort pas de cet électorat de la primaire. Là où un Macron, effectivement, ratisse large et essaie de penser plus la France. Et c'est ça qui... C'est étonnant parce que cette image, ou ces images, et cette communication sur la primaire, qu'elle soit LR ou au PS, on a l'impression que c'est pas vraiment... Alors, Fillon, c'est autre chose, hein, et on ne peut pas en parler, les règles du CSA obligent. On a l'impression que ça a plutôt desservi les candidats. C'est vrai. C'est pas juste une phrase. Ça a desservi les candidats parce que le candidat des Républicains n'a pas réussi à avoir l'unanimité. Cette image de vainqueur, voilà, pour lui, de coopter par quelque part son électorat, ça n'a pas plu. Il y a eu les sarkozystes contre, les GPistes contre, les leméristes contre. Et de l'autre côté aussi, à gauche, on a l'impression que les socialistes étaient condamnés à courir derrière un candidat dont ils ne partagent ni le projet, ni l'ambition politique, ni la volonté de le voir à l'Élysée. Et donc, alors, juste quelques secondes après, on va parler de celui qu'on appelle le chouchou des médias. En quelques secondes. La primaire, c'est pas imposé par hasard. La primaire, c'est la plus mauvaise solution, à l'exception de toutes les autres. Comme ce que Churchill disait de la démocratie, il n'y avait pas de candidat naturel, que ce soit au PS ou à droite. Il fallait bien trouver un moyen de les départager, avec le risque que Marine Le Pen, sinon, soit à l'évidence au second tour. Et puis, on en revient au même d'ailleurs, mais en tout cas, on a à peu près limité. Cette campagne est ainsi un peu étonnante, même je dirais détonnante, puisqu'on assiste à l'implosion des partis de gouvernement en direct. Ça, Alors il y a des candidats bien évidemment qui justement sont hors parti, qui n'ont pas de problème avec leur image pour cette campagne, et on a l'impression d'ailleurs que la campagne est un réel moment de plaisir. On va parler donc d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Il était hier à Bordeaux, belle ville, belle région. On sait d'ailleurs que le maire de cette belle ville est quelqu'un de plutôt emblématique, à tel point qu'on le retrouve dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et là, je pense qu'après 35 secondes de sonore, ça mérite un vrai décryptage. Je voulais ici saluer celui qui est un grand responsable politique français, qui est aujourd'hui un maire respecté et qui a transformé très profondément sa ville, qui continue à conduire cette action, et saluer la décision qui a été la sienne. Reconnaître le besoin qu'a aujourd'hui notre pays
à la fois de renouvellement et en même temps d'extrême probité. Ça n'était pas facile et il l'a fait. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Je voudrais, j'allais le dire, que l'on parle de ce qu'il dit et puis qu'on parle aussi de ce décor. Vous avez vu tous ces enfants et on a l'impression que c'est gradué en fonction de l'âge, mise en scène. Moi, j'ai toujours cru, et d'ailleurs, dans une autre vie avec toi, Christophe Moula, sur une autre émission, j'ai toujours dit que Emmanuel Macron est un produit marketing, c'est un produit de communication. Et tout ce qu'il fait... Produit ou un produit les deux. Et tout ce qu'il fait est mûrement réfléchi pour communiquer, pour transmettre des images. Alors chez lui, la communication prend le pas sur le contenu, à tel point que maintenant... c'est ce qui lui est d'ailleurs reproché de plus en plus, hein, c'est la petite musiquette que l'on entend. On peut lancer un défi à tous les commentateurs politiques ou à tous les Français. Quel est le programme d'Emmanuel Macron? Quelle est sa position sur tel sujet? Tout à fait, a fait hier de François Hollande. Non, c'est le sujet, on ne le trouve pas. Par contre, on se souviendra toujours des postures, des belles images bien tricotées. Des beaux meetings. Sauf que la communication, c'est formidable, mais il ne faut pas que ça se voit. Et c'est le problème avec... Et là, ça se voit. Parce que les gens ne sont pas... Mais alors, attendez... C'est ce qu'ils ont envie d'entendre et ils le savent. Les internautes savent que de toute façon, les programmes ne sont plus tenus depuis des dizaines d'années, donc ça ne sert à rien d'en avoir. Ils préfèrent avoir des grandes lignes directrices et des postures. Et à la limite, beaucoup de gens sont dans une attente d'unité nationale, notamment par rapport au Front National. Et c'est lui qui l'incarne aujourd'hui. En tout cas, c'est lui qui tient ce dialogue-là. Ça fait un vrai écho parmi des gens qui ne sont pas spécialement militants, ni de gauche ni de droite, mais qui disent... Mais alors cette image que l'on a vue, tiens, parlons d'image avant de parler quand même d'Alain Juppé, c'est important, on va se demander quand même pourquoi. Cette image, ce rectangle bleu, bien évidemment, ces enfants derrière, assis, qui visiblement... Effectivement, puisque après, sur l'autre moitié, on a des plus âgés, bien évidemment, qui péniblement essayent de ne pas s'endormir. On ne sait pas pourquoi ils ont été choisis, eux, d'ailleurs. Justement, oui, on peut se demander. S'il y a un réel effet, il y a un réel pourquoi. En fait, on voit très bien, ils essaient d'alterner de manière un peu artificielle des jeunes avec des personnes plus âgées sur des chaises de jardin. Enfin, c'est très bizarre, avec un espèce de tente. On sent la clap, hein, c'est volontaire. Et le danger, c'est que ça risque de se retourner contre lui à un moment ou à un autre. Il risque de commettre le faux pas qu'il faut éviter. Et il a déjà fait. Et le grand pchit va arriver. Un meeting où il se met à vociférer, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'il s'est dit tiens, c'est l'heure, il faut que ça n'a pas été si mal pris que ça par les gens. Ça a été pris avec indulgence sur le fait qu'il c'était son premier meeting. D'enthousiasme aussi. Bon, alors vous qui suivez les réseaux sociaux et de l'autre côté avec Judith qui suit largement la politique et depuis longtemps, Juppé, pourquoi ? Juppé, parce qu'il fallait absolument qu'il compense l'élan qui est en train de se lever dans les rangs du Parti socialiste et du gouvernement en sa faveur. Il y a de plus en plus de gens de gauche et de poids lourds de gauche qui le rejoignent ou qui manifestent leur intention de le rejoindre, au point qu'il est obligé de multiplier les démentis. Hier, il a démenti que, quand il a dit qu'il aimerait bien avoir une femme Premier ministre, il a démenti qu'il pensait à Ségolène Royal. Il a dit ce ne sera pas elle. La barre commence à peser méchamment. Et quand il dit il y a quelque temps, je ne pourrais pas gouverner seul, un président ne peut pas gouverner seul, et à un moment donné, il faut ouvrir et il faut trouver une autre majorité. Là, le Juppé qui traîne, c'est quoi? C'est un signe? Non, je vous dis, c'est une façon de compenser la surcharge à gauche. Lui, il est aile de droite. Et il sait très bien qu'il n'a pas réussi à capter les voix de Hamon. Donc il essaie de juste récupérer l'électorat centriste. Centre-droit, on va dire. Centre-droit, voilà. Et je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que, c'est du marketing politique. 2, il y a 3 formes de vote en France. Il y a le vote qui est plutôt lié à l'idée de citoyenneté, donc pour l'environnement, la planète, etc. De conviction. Vous avez le vote national, nationaliste, patriote, tous les mots changent, mais bon, voilà, il reste patriote, qu'il est. Non, c'est dans le ton. Et puis vous avez le vote consumériste, un petit peu pour parler de manière triviale à la tête du client. Parce qu'aujourd'hui, on va aussi arrêter de se mentir, les gens ne votent plus tellement sur un programme et votent plutôt pour ce qu'on disait, des postures, des personnalités. Et c'est ce vote-là qu'il essaie de polariser. Alors, puisque vous parlez de posture et de personnalité, il y a effectivement ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce que l'on décrypte, et puis il y a la surprise pour certains observateurs, et parfois même la surprise pour le candidat lui-même. Écoutez. Vous savez, si j'avais voulu faire la même chose, je serais resté ministre. Je n'aurais pas lancé un nouveau mouvement politique, parce que ce chemin n'a pas été semé de roses. Vous le savez, toutes et tous. Personne ne croyait en nous au début. Tout le monde nous moquait, s'amusait, mais ils n'avaient pas vu que le peuple français a une énergie, une volonté de faire, de changer les choses, que rien n'arrête. Et donc oui,
Ce que vous voulez, ce que nous portons depuis le premier jour, c'est une volonté vraie, sincère, d'alternance. Moi, je crois que le grand exploit d'Emmanuel Macron est qu'il a réussi en quelques semaines à faire oublier que lui aussi, lui surtout, est comptable du bilan de François Hollande. Et là maintenant, les Français ne le confondent plus avec la gouvernance. C'est le fardeau de Benoît Hamon. Exactement, on en parlait tout à l'heure, c'est le fardeau de Benoît Hamon. Et lui, il a réussi cet exploit, bien sûr en communiquant, en utilisant des arguments. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on écrivait Emmanuel Macron traître. Là maintenant, plus personne n'en parle. Emmanuel Macron, indépendant de François Hollande. On est bien, vous êtes tout à fait raccord sur une question d'image. Mes amis, on va parler dans quelques instants d'une autre candidate. Mais avant, petite leçon de journalisme, ça fait toujours du bien. Écoutez et regardez. Dans le premier tour des présidentielles, entre Hamon et Macron, vous allez voter pour qui? Pour le deuxième tour, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous allez voter pour qui? Je vous remercie pour la franchise de votre question. Même les journalistes français n'osent pas la poser, mais vous... mais non, mais je vous répondrai plus tard. Et en anglais, si c'est nécessaire. Cette situation de François Hollande est presque devenue un cas classique pour les autres présidents de la République. Moi, j'ai eu l'occasion de les couvrir à l'étranger. Et les vraies questions, les questions qui font mal, qui touchent vraiment le sujet, sont posées généralement par des journalistes étrangers. Est-ce que c'est par une espèce de fraîcheur, d'insouciance? Peut-être moins de révérence, peut-être moins de contraintes. Et beaucoup de questions ont été posées par les journalistes étrangers. On s'intéresse plus regarde à lui peut-être moins le nombril. On s'intéresse plus à lui, d'ailleurs, ça l'a détendu. Mais on le disait avant cette émission, hein, le président normal, il est là, il est depuis qu'il a dit je ne reviendrai pas. Oui, mais on voit mal, par exemple, RTL, Europe 1 ou LCI aller demander à François Hollande maintenant pour qui aller voter. Est-ce que c'est pour un tel et un tel? Ça aurait été mal. Je poserai la question à Adrien Gindre, le chef du service politique de LCI, s'il va le faire la prochaine fois ou pas. Petit mot quand même, Judith. Oui, non, enfin, il y a une règle qui veut qu'un chef d'État français ne parle pas des affaires intérieures françaises à l'étranger, mais c'est vrai qu'on est peut-être collectivement trop timorés. Après tout, on aurait eu la même réponse. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Mais c'était bien de poser la question. Le président qui ne tranche pas. Alors, on va parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen en campagne cette semaine, à la campagne même. Sur le terrain, le chocolat, c'était avant-hier, le canard, c'était hier. Sur ces terres, c'est aujourd'hui. Mais c'est sur le terrain diplomatique qu'on va retrouver la présidente du Front National. Sujet avec ambassadeur et diplomatie, signé Clotilde Marfraud. Si Marine Le Pen franchit cette porte en mai prochain, l'ambassadeur français au Japon, Thierry Dana, prévient, il se mettra en disponibilité. Je me placerai en réserve de toute fonction diplomatique. C'est pourquoi vous n'aurez pas besoin de me sanctionner pour vous avoir mal servi, car je refuserai simplement de vous servir. Une déclaration inédite qui fait des émules. Dans une interview au Washington Post, l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haraud, a qualifié l'éventuelle victoire de Marine Le Pen de catastrophe totale. Pour le Front National, l'affront des fonctionnaires est grave, mais pas inquiétant. Leurs petits états d'âme personnels n'ont pas beaucoup de poids par rapport à la volonté démocratique des Français, et qui décidera de toute façon. À ces diplomates qui s'inquiètent un peu trop ostensiblement, le chef de la diplomatie française a cependant rappelé leur devoir de réserve. Dans un contexte de montée du populisme, il convient de garder son sang-froid, sauf à prendre le risque de contribuer à alimenter la démagogie dirigée contre les fonctionnaires. Dans la Ve République, ce sont de toute manière les présidents qui nomment et révoquent les ambassadeurs. Les deux diplomates un peu trop bavards savent donc ce qui les attend en cas de victoire du Front National. Aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a déjà révoqué plus de 80 ambassadeurs depuis son élection. Clairement, c'est du pain béni pour le Front National. La question que j'aimerais demander, puisque l'ambassadeur de France aux États-Unis avait déjà fait une petite bourde avec Trump, bien évidemment. Donc il avait retiré ensuite. Un récidiviste. À qui profite le crime? Au Front National, on est dans l'image, là, bien évidemment. Là, sans le vouloir ou en le voulant, il renforce Marine Le Pen. L'électorat de Marine Le Pen déteste tous ces diplomates, tous ces arrivistes, comme il les appelle. Et là, le fait que l'un d'entre eux ou deux d'entre eux disent on s'en ira si elle est présidente, ça va encore plus la renforcer
et dans leurs convictions. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Au contraire, quand on a des responsables, des symboles de l'État, des diplomates ou des hauts fonctionnaires qui disent « Attention, si Marine Le Pen arrive, devient présidente de la République, il y aura un danger mortel pour l'économie, c'est la structure. » Je vous suis, Moustapha, mais là, on est vraiment dans l'image et dans la com. Et vous avez raison sur le fond. Et je pense que quand on parle du décalage entre guillemets, journalistes français ou d'autres pays, ou même citoyens de France ou d'autres pays, je pense qu'il y a le fond, et là je vous retrouve, et il y a la forme, et il y a le message. Vous ne trouverez pas un électeur qui vous dira j'ai changé d'avis. Regardez l'Europe, regardez la mise en examen. Surtout que les ambassadeurs en question, là, pour le coup, n'argumentent pas. C'est une position de principe qu'ils revendiquent, une posture morale, c'est exactement ce qu'il faut pour servir au mieux les intérêts. Et on est sur l'électorat. Je rappelle simplement un petit exemple de Trump avec les diplomates américains. Quand il est arrivé, il a lancé un certain nombre d'idées qui étaient farfelues, irréalisables et qui portaient atteinte même à l'intérêt vital américain. Il y a eu un certain nombre de diplomates qui ont tiré des sonnettes d'alarme, qui ont allumé des feux rouges. Et puis, ça ne l'a pas empêché d'être élu. Non. Résultat, il en a viré 80. Non, c'est pas qu'il n'a pas été élu. Résultat, il a changé sa tonalité. Il a mis du vin dans son. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il en a viré 80. C'était un peu obligé. Oui, mais il devait prendre un certain nombre de décisions extrêmement tranchantes et clivantes. Et à cause de cette pression, il a changé d'avis. Ça contribue à cette notion qu'on entend, qu'on lit beaucoup, qui est dire qu'on nous confisque notre démocratie, qu'on veut nous faire penser ceci ou cela. Là, je cite ce que je lis quand je ne donne pas mon opinion personnelle, mais ce que j'essaie de restituer des avis des internautes qui s'expriment par millions et qui souvent disent on va voter Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est dit alors justement, tiens, sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est dit après ça? C'est toujours la même chose, c'est de dire de qui parle-t-on? Pourquoi cette candidate qui représente 20, 25, peut-être 30% de l'électorat n'aurait pas le droit d'être présidente? Et alors ça veut dire qu'on bafoue l'opinion, la démocratie, de 20, le vote, 30%. l'opinion. C'est toujours ça. Et je peux vous dire que ça commence même à être audible par des non-militants frontistes ou des non-votants frontistes qui disent après tout, oui, pourquoi pas? Si elle a le droit d'être présidente, si elle a le droit d'être candidate en tout cas, qu'on respecte comme les autres. C'est nier le vote, nier la démocratie. La posture de réprobation, Pierre Arditi le disait très bien dans l'émission qui a précédé sur votre antenne, la posture de réprobation, la posture morale, ce discrédit qui, étant jeté sur Marine Le Pen, éclabousse ses électeurs, eh bien, n'a fait que profiter au Front National. Ça a été vrai avec Jean-Marie Le Pen, ça l'est encore plus avec Marine Le Pen. Ça lui profite clairement, je vous rejoins tout à fait, mais il se passe quand même quelque chose, c'est qu'elle a un boulevard. On pourrait aussi contrer que c'est avec l'administration, c'est avec les fonctionnaires, ce sont avec les ambassadeurs qu'on gouverne par la suite. Quoi. Non, mais ça, je crois que c'est pas audible. Et c'est pas audible, il faudrait trouver un moyen de le s'attaquer ce qui a été fait récemment sur son programme économique, sur la sortie de l'euro. Il y a quelques articles, hélas, réservés aux abonnés sur le Figaro, mais qui faut qu'on vive. Voilà, faut bien vivre. Mais donc, qui essaye de démonter avec des arguments très concrets. La chance d'être abonné. Pas de posture morale. Pourquoi ça amènerait la France dans le mur? J'ai l'impression que ça fait réfléchir les gens et ça donne quelques arguments concrets. Les postures morales qui disent non, les diplomates ne vont pas voter Front National, il ne faut pas, c'est le diable. Ça fait longtemps que si ça marchait, on le saurait. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a un problème dans l'électorat le plus âgé? Parce que les retraités savent très bien ce que leur coûterait un départ de la zone euro. Mais si la France quittait l'euro, ils savent très bien que on se rejoint totalement, mais c'est pour la mécanique justement expliquer que ça ne va pas être possible. Quoi. Si le FN arrive au pouvoir, qui sera dans l'administration? Ça sera l'objet d'autres émissions et d'autres débats. On va continuer sur la campagne, on va continuer sur l'image. On n'en parle pas beaucoup de ce candidat, mais regardez cette image, elle vaut le coup. Allez, petite pensée à notre rocker national. C'est certainement pour ça, d'ailleurs, que Dupont-Aignan enlève sa cravate, jette sa cravate à la foule en délire. La chemise, c'est, à mon avis, pour le meeting prochain. Complètement illisible. Dupont-Aignan, on le ressort à chaque élection présidentielle. Il fait 2-3% quand il se présente. Et à chaque fois, on l'enterre. Et à nouveau, les internautes, en tout cas ceux qui s'expriment, ne comprennent pas qui est ce monsieur, à quoi il sert, pour qui il roule, quel est son objectif dans la vie, puisqu'il n'a aucune chance d'être atteint. Et le coup de la cravate, c'est tellement peu le personnage. Là, on est en décalage.
Côté d'image. Il veut s'inventer une posture et un personnage. Et en plus, lui, récemment, j'avais revu une interview de lui sur YouTube. Et lui, il était convaincu qu'il va devenir le prochain président de la République. Alors, quand on est convaincu à ce point, alors ce n'est plus une démonstration christique, ça dépasse. Promis, dans la médiasphère, on suivra le prochain meeting de Dupont-Aignan et on verra ce qu'il jette à la foule en délire. On a commencé cette émission avec Vianney. Eh bien, nous allons la terminer avec Vianney. Il est l'invité de demain de nos amis d'RTL. On refait la télé, 13h30, 14h30, samedi et dimanche. Jade et Éric Dussard. Et leur invité, justement, c'est Vianney. Écoutez. Mon engagement, c'est de dire je ne me retrouve pas dans ces gens. C'est pas mon monde, moi. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux, vraiment. Ouais. Donc, aucun d'entre eux. Et en plus, j'ai pas du tout envie de profiter de mon exposition médiatique pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils Donc doivent si voter. l'un vous avait plu, l'un ou l'une vous avait plu, vous seriez prononcé ou pas? En fait, non, j'aurais fait mon citoyen, je serais allé voter. Ouais. Et d'ailleurs, j'irai voter évidemment avec une conviction relative, hein, donc c'est un peu le problème, mais j'irai voter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens, on leur explique trop ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu d'ailleurs le thème de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Nous, on se retrouve lundi, même endroit, même heure, bien évidemment. Et on se quitte parce que vous aimez ça. Donc, on se quitte sur ça. C'est mignon. Je prie tous les jours la Vierge Marie qu'elle vous accompagne. Elle va vous amener à la victoire. Sauver la France. Bravo, bravo. Elle va vous amener à la victoire. Jeanne d'Arc va vous amener à la victoire. Il faut continuer. Ah ouais. Prier pour lui. Faut prier pour lui. Faut prier pour lui. Ah oui. Faut le confier à Jeanne d'Arc. Faut le confier à Clovis. Faut le confier à tous les saints. Faut prier la Vierge Marie. À Jeanne d'Arc, oui. À Jeanne d'Arc. Parlez-moi. C'est la vie, je l'ai vu. Maintenant, l'autographe me fait des bisous. J'ai fait un câlin. C'est ça la vie.